Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo. Vous allez me dire, vu la qualité visuelle, vous ne perdez pas forcément grand-chose. C'est plutôt le début d'une émission et donc d'un nouveau contenu sur la chaîne, c'est-à-dire des longs entretiens audio. Donc vous pouvez faire autre chose en l'écoutant, mettre du Football Manager 2007 par exemple. Ce premier volet donc est une découverte foot culture du Kosovo et également quand même de l'Europe de l'Est. Alors, je m'excuse d'avance pour la qualité sonore. Il s'agit d'un entretien fait par téléphone, évidemment, qui dure plus de 40 minutes. Alors, c'est un peu brut de pomme au début et à la fin. Donc, je vais le rappeler. Au début, c'est mon invité Loïc Trégourès qui va donc se présenter. Et à la fin, on termine un peu en queue de poisson, mais enfin, vous verrez. Parce que j'ai pas forcément l'habitude de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre vos réactions dans les commentaires. C'est un format nouveau que je veux faire. Très foot culture, comme je le disais. Il y aura sans doute un deuxième volet avec le Kosovo plus tard. J'en profite pour redire que le champion du Kosovo, Trepcha 89, est en compétition ce soir, donc ce mardi, pour le premier tour qualificatif retour de la Ligue des Champions. On va essayer de mettre quelques images, on n'a pas encore fait le montage. D'ailleurs, je remercie qui m'aide pour ça. Donc, il y aura un petit montage avec quelques images pour montrer où est le Kosovo, mais nous attendez à rien de spécial. Donc, prenez un café tranquillement, faites ce que vous voulez à côté, et puis j'espère que l'émission vous plaira. Bonne journée à tous. Oui, je peux. Alors, Loïc Trégourès, je suis docteur en sciences politiques de l'Université Lille 2 et j'ai écrit ma thèse sur les aspects politiques et identitaires du football dans l'espace post-yougoslave des années 80 à aujourd'hui. Alors, pourquoi ce choix J'imagine que tu as eu un coup de cœur pour cette région, parce que si on fait ça par amour de faire une thèse déjà, forcément. Non, c'est plutôt par folie que par amour. Et plus on va plus on se rend compte de la folie de l'entreprise. Non, ça m'est venu quand je vivais à Belgrade en 2008 pour faire mon mémoire de dernière année. Je le faisais sur le Kosovo et c'était en 2008 et je me suis retrouvé à Belgrade le jour où des centaines de, on va dire, hooligans ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Belgrade et l'ont incendié totalement. J'étais littéralement juste devant. Et donc pour ceux qui sont déjà allés à Belgrade, on sait qu'il y a des tags et des graffitis absolument partout. Soit noirs pour les supporters des Partisans, soit rouges pour les supporters d'Étoile Rouge. Et donc, avec tout ça, et aussi avec les connaissances qu'on a du passé, on a déjà entendu parler d'Arkane, on a déjà entendu parler de Boban et tout ça. Voilà, ça a commencé à mûrir dans ma tête un petit peu, et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là en langue française, parce que je trouvais absolument rien. Donc ça a commencé comme ça. Et juste une question plus personnelle, c'est parce que j'imagine que tu as un certain amour pour la région des Balkans, pour l'Europe de l'Est, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se dit tiens, je vais aller habiter à Belgrade. Ça vient d'un truc familial ou tout simplement Non, pas du tout. C'est le hasard total qui me conduit pour la première fois en Bosnie et en particulier à Srebrenica, qui est une ville qui est chargée comme on connaît. Oui. C'est le hasard total qui m'y a conduit en 2006 et j'ai tendance à dire que je suis arrivé dans la région avec des questions simples et des questions bêtes et j'en suis reparti avec des questions mieux posées. Et donc j'étais obligé de revenir pour essayer de comprendre. Voilà, il y avait des choses complexes. J'ai rencontré des gens qui portaient en eux une complexité que personne ne voulait voir ou personne ne pouvait voir et avec des problématiques très différentes. Et donc, il fallait que j'y retourne, voilà. Et c'était aussi un moment où c'était intéressant de choisir une forme de spécialisation au niveau de l'école. Et donc, à Belgrade en 2008, j'y étais pour écrire mon mémoire de master, si tu veux. D'accord. Ah. Donc voilà, j'avais choisi ce sujet de Kosovo et j'avais eu l'opportunité de partir à Belgrade pendant 6 mois pour réaliser ce mémoire. Et voilà, et après ça a commencé comme ça. Alors je vais peut-être poser une question un peu bête. Tu disais que quand tu es allé là-bas, tu avais des questions, on va dire peut-être simples, et que maintenant elles sont mieux posées, et que tu as rencontré des gens avec une énorme complexité. Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, évidemment, sur les pays de l'Est, en Occident, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, et que quand on va réellement là-bas et qu'on va réellement s'intéresser aux gens,
on s'aperçoit que la réalité est un peu différente. Que ce soit notamment dans le foot, je pense que la réalité est beaucoup plus compliquée qu'on veut l'imaginer. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, mais ça c'est valable partout. Oui, j'en ai d'accord, oui, tout Si à on fait. dit juste, si on dit juste de notre point de vue à nous, ah mais oui, mais en fait quand on va là-bas c'est plus compliqué que ça veut dire qu'on continue de les enfermer dans une réalité qui serait différente, qui serait par nature différente de la nôtre. J'imagine que eux pourraient tenir le même discours s'ils venaient, je sais pas moi, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, et qu'ils disaient ah bah tiens finalement c'est plus complexe que ce qu'on imaginait. Voilà, donc c'est toujours important et il faut essayer de s'y tenir. C'est une discipline intellectuelle qui n'est pas toujours facile à tenir, mais il faut toujours se tenir à l'écart des préjugés initiaux qu'on peut avoir, et jamais considérer que l'autre n'est pas un alter ego. Bien sûr. Que l'autre est enfermé dans une espèce de, je sais pas moi, dans des mythes, dans des images, dans des clichés, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'il faut essayer d'aborder quelques régions que ce soit, mais en particulier, aborder les Balkans, ça signifie se défaire de tout l'imaginaire des Balkans. Tout à fait. Tout l'imaginaire des Balkans, c'est toutes les conneries qu'on a entendues il y a 20 ans sur les haines séculaires, des gens qui ont passé des siècles à se battre, ils sont arriérés, enfin tu vois, Oui. tout ça qui fait que on en écarte la complexité, on en balaye la complexité en se disant de toute façon c'est des gens qui se battent depuis la nuit des temps. Et donc c'est trop complexe pour notre entendement. Comme si en France, comme si l'histoire de la France n'était pas l'histoire de guerre depuis 1500 ans, tu vois. Voire davantage. Donc on écarte ça, à la fois on en écarte la complexité en disant c'est des barbares, et on en écarte la complexité en disant de toute façon c'est trop complexe. Ah oui, je vois ce que tu... Dans les deux sens, on ne prend pas la peine de se plonger dedans et de respecter l'altérité de l'autre, de considérer que l'autre est un alter ego, et que tous les pays sont complexes, toutes les histoires sont complexes, et qu'il n'y a pas de spécificité balkanique à dire ah là là c'est trop compliqué, on ne comprend rien. Non, faut juste être honnête intellectuellement. Ce que je voulais dire par complexe dans le sens, c'est que déjà, les Balkans forcément, il y a beaucoup de pays, etc. et que ça mérite de s'y intéresser, parce que je pense justement qu'il y a beaucoup de clichés liés à ça, et que si tu ne t'intéresses pas, donc si tu n'as pas l'exigence de t'intéresser à ça, c'était plus ça de mon idée, et bah forcément tu ne vas pas comprendre, comme tu ne comprendras pas en Irlande du Nord, ce qui s'est passé dans les Troubles. Parce que il faut aller dépasser le contexte, que ce soit historique, etc. Et je pense avoir un peu de tout. Et je pense que c'est là où c'est très intéressant ce que tu as fait, parce que le foot, je pense, va tout regrouper au final. Et quand tu comprends peut-être le foot dans les Balkans, cela va te donner peut-être une autre ouverture sur la société et réellement toute la région. Est-ce que ça, tu es plus ou moins d'accord? Eh ben, tu viens de résumer l'une des idées majeures de ma thèse. Merci. Mais écoute, je te laisse voilà, développer. Le football me permettait, non vraiment, c'est l'un des axes majeurs de mon travail, c'était que le football était un fil rouge qui me permettait d'ouvrir des voies sur l'ensemble de la région et pas seulement sur un seul pays. Donc c'était quelque chose qui me permettait d'emprunter une voie comparatiste entre plusieurs pays. Donc c'était à la fois une porte d'entrée, mais aussi, parce que je poussais l'analyse plus loin, une porte d'entrée et un acteur politique en soi. Quand je dis le football est un acteur politique, je veux dire les acteurs du football sont des acteurs politiques. Et les acteurs du football, c'est en particulier les supporters de football, mais aussi parfois les joueurs, mais aussi les dirigeants, mais aussi les responsables politiques qui sont des acteurs du football. Donc mon idée de base, c'était en effet de dire que le football me permettait d'être une porte d'entrée d'analyse politique et sociale dans la région, et de montrer en quoi les acteurs du football eux-mêmes étaient des acteurs politiques qui exerçaient un impact sur la vie politique, sur l'histoire, sur l'identité, etc., etc.
ton travail, est-ce que j'imagine que tu t'es beaucoup déplacé, que tu as beaucoup voyagé? Est-ce qu'il y a quelques exemples que tu aimerais citer pour réellement illustrer ce que tu nous dis, surtout, on va dire, ce mélange entre politique, foot et culture que tu as connu là-bas? Si on revient un petit peu dans le passé, il y a évidemment le cas très connu de ces supporters de football qui se sont engagés sur le front au moment de la guerre, alors que ce soit du côté des Serbes pour commettre des saloperies, ou du côté des supporters de Sarajevo pour défendre leur ville, ou du côté des supporters croates, en particulier du Dynamo, mais pas seulement bien sûr, qui se sont engagés avant même qu'il existe une armée croate. Donc ça c'est quelque chose en fait qu'on a longtemps mis de côté et qu'on est en train de redécouvrir à la faveur de ce qui s'est passé ces dernières années, par exemple en Turquie, en Ukraine, en Égypte, où on s'est aperçu que les supporters ultras sortaient des stades et endossaient un rôle nettement plus politique. Et on se demandait, mais est-ce que c'est une anomalie? En fait, je développe l'idée que pas du tout, c'est pas une anomalie. C'est parfaitement compréhensible si on se réfère au cas yougoslave initial. C'était une des premières fois où on avait ce type d'intervention dans un conflit armé ou dans une situation de violence civile. Donc ça, c'est un des exemples. Quoi te dire? Sur le Kosovo, j'ai développé sur le Kosovo deux choses principalement. La première, c'était de revenir sur la façon dont les Albanais du Kosovo s'étaient organisés dans les années 90 dans un système d'apartheid. Et donc, ils avaient créé des institutions parallèles. Donc, ils faisaient l'école à la maison, enfin plein de trucs comme ça. Et notamment, ils avaient un championnat parallèle de football. Donc ça veut dire qu'ils trouvaient des champs, un truc vaguement plat, ils traçaient des lignes, ils fabriquaient des buts avec du bois, etc. Et ils jouaient au football. Et avec un vrai trophée, avec une vraie organisation, une vraie fédération fantôme. Et tout ça a été envoyé à la FIFA. J'ai retrouvé des archives à la FIFA de courriers qui venaient du Kosovo, écrits en allemand. Et la FIFA se contentait de répondre, mais oui, vous êtes bien gentil, mais vous dépendez de la fédération alors à l'époque de Serbie et Monténégro, de la République fédérale yougoslave. Donc tout ce que vous faites ne nous intéresse pas. Donc il y avait ce premier moment, et le deuxième moment où j'ai étudié, c'est le moment post-indépendance, avec toute la stratégie diplomatique qui a consisté pour le Kosovo à se faire reconnaître par les organisations internationales, sportives notamment, pour, disons, essayer de contourner ou de compenser le fait que le Kosovo n'est pas reconnu par, que je ne dis pas de bêtises, environ 80 États dans le monde. Donc voilà, tout ce chemin vers la reconnaissance par la FIFA. Et comment ça se passe le football sur place? C'est là où on se rend compte évidemment que, comme dans le reste de l'activité politique, c'est pas du tout la même chose quand vous êtes un Serbe des enclaves ou quand vous êtes un Serbe de Mitrovica, c'est-à-dire collé à la Serbie. Là, au niveau du football, il y a aussi des micro-équilibres qui se jouent. Quand j'ai fait mon terrain, c'était en 2012-13, les clubs des enclaves serbes étaient nettement plus enclines à éventuellement un jour rejoindre le championnat du Kosovo que Mitrovica, où il y avait un représentant de la Fédération de Serbie qui lui en démordait pas et pour lequel il était hors de question que ça se fasse. Donc ça, c'est des équilibres politiques qu'on retrouve, même si aujourd'hui les Serbes ont pris le contrôle politique des Serbes du Kosovo avec la liste Srpska. Mais dans la vie de tous les jours, il est évident que les Serbes des enclaves mettent en œuvre des modus vivendi qui sont pas les mêmes que les Serbes de Mitrovica qui sont d'une certaine façon plus libres parce qu'ils sont collés à la Serbie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai montré à travers et par le football. Et juste avant pour que bien tout le monde comprenne, parce qu'il y en a pour qui Kosovo c'est très, on ne sait pas trop où c'est, etc. Qu'est-ce que tu pourrais brièvement, pour les gens, afin que ça soit très clair, nous présenter
un peu déjà où est le Kosovo, donc ses frontières, ses pays limitrophes. Je crois que l'indépendance, ça date de 2008, officiellement ils l'ont déclaré, c'est ça? C'est ça, oui. Ça va. C'est 1,8 million d'habitants, je crois déjà, ça j'ai regardé un peu avant. Oui, c'est environ 2 millions, mais c'est difficile à dire parce que... Il n'y a pas de recensement les gens sont... de partout? Oui, un peu de ça, mais c'est surtout que les gens s'en vont. Non mais sans blague, les gens s'en vont, les gens se... Il n'y a pas d'opportunité au Kosovo, et c'est le pays le plus jeune d'Europe. Donc les gens s'en vont. Ça veut dire que là, il y a eu les élections, sur la liste électorale, il y avait pratiquement autant de noms que la population officielle, ce qui est impossible. Mais l'excuse, c'était de dire, oui, mais là, il y a les gens qui vivent à l'étranger. Alors, c'est difficile de dire combien de personnes vivent à l'étranger. En Suisse, il y a des centaines de milliers de gens originaires du Kosovo. En Allemagne aussi, il y en a, etc. Bon, les gens s'en vont par milliers chaque année. Donc c'est difficile d'avoir un compte exact du nombre d'habitants, mais oui, on dit disons entre 1,8 million et 2 millions. C'est donc un pays nouvellement indépendant qui se situe au sud de la Serbie, qui a une histoire disputée entre les Albanais du Kosovo et les Serbes. Disputée depuis très longtemps. Chacun met en avant des arguments soit historiques, soit géographiques, soit politiques, tout ce qu'on veut. Et donc voilà, territoire disputé qui a été, selon les versions, récupéré ou pris de façon indue par les Serbes en 1912. Et en fait, c'est un territoire qui a épousé les variations de l'histoire tout au long du XXe siècle. Ça veut dire qu'il y a eu, les dominations des uns sur les autres ont évolué au fil du temps. Donc, un coup c'était les uns, un coup c'était les autres. Enfin, dans le livre d'un journaliste britannique qui s'appelle Tim Judah, il cite le témoignage d'un policier yougoslave qui dit entre telle et telle époque c'est eux qui nous persécutaient, puis après ça a été nous, et après c'était encore eux, et après c'était eux nous, etc. Et maintenant, alors le témoignage date de la fin des années 80, et maintenant c'est notre tour. Donc voilà, c'est un le pouvoir en fou. Disputé. Oui, ça c'est pas propre à la région. Oui, bien sûr, en général, je disais. Donc un territoire très disputé, mais qui est, tout ça, ça relève de l'imaginaire, ça relève de l'immatériel. C'est pas un territoire qui est disputé parce qu'il y aurait du pétrole. Oui, il n'y a pas de richesse de matières premières là-bas. Il y a très peu, il y a un peu de mines, mais on n'investit pas autant symboliquement et politiquement pour un territoire où il y a vaguement un peu de mines qu'il faudrait remettre en état. C'est pas le sujet. Ou pour une station de ski, ou pour je sais pas quoi. L'idée, c'est qu'il y a des monastères orthodoxes qui datent du XIVe siècle. Donc ça, c'est pour les Serbes. Il y a une histoire, le mythe du Kosovo pour les Serbes, c'est quelque chose qui ne relève pas du matériel, c'est quelque chose qui relève de l'imaginaire. Donc c'est pour ça que c'est pas négociable. Et pour les Albanais, même chose. Dans leur historiographie, le Kosovo compte énormément pour un tas de raisons aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est pas négociable pour les deux parties. Parce qu'il ne s'agit pas d'échanger des pommes contre des bananes. On n'échange pas du mythe. On n'échange pas une histoire. On n'échange pas quelque chose qui n'a pas de prix. En effet. Si c'est pas matériel, c'est que ça n'a pas de prix. Donc ça peut pas se négocier. On est totalement d'accord. Et tu parlais de mines, alors je pense qu'il y a un exemple qui est frappant dans ce que tu disais dans le foot kosovar. C'est que donc il y a notamment eu un événement en 89 dans les mines de Trepča, je dois peut-être mal le prononcer, Trepčin, j'ai un doute. Non, c'est très bien, Trepča, c'est bien. Oh, quel homme. Et quand tu vois le club qui cette année, ce qu'on va le rappeler, donc là maintenant il y a eu une adhésion de la fédération du Kosovo, donc à l'UEFA qui joue pour la première fois donc les préliminaires de Coupe d'Europe, et le champion de cette année est le Trepča 89. Et s'ils ont mis 89 derrière, c'est, j'imagine, que c'est en hommage à ce qui s'est passé dans les mines à cette époque. Oui, alors encore une fois sur les clubs et sur tout ça,
ça, je fais la parenthèse, mais le camarade Tristan Tasca Tout à fait. est nettement plus en avance que moi. C'est lui qui m'en avait parlé d'ailleurs de ça. Mais oui, alors, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, à Trepcha, il y a plusieurs clubs. C'est un peu, quand j'étais allé, ça m'avait un peu rappelé Mostar, dans le sens où il y avait le siège du club qui était resté d'un côté de Zibar, et donc du fleuve, et le stade qui était de l'autre côté, et bon, enfin voilà, on avait recréé un club, alors qu'il y avait un club initialement, du coup on en a recréé un autre, et même un troisième. On s'est dépêché de rebaptiser le stade du nom de Adem Yashari, qui est un héros de l'historiographie récente des Albanais du Kosovo. Donc bien sûr, c'est plus un club, mais disons c'est un double club qui incarne l'histoire récente et divisée du Kosovo. Oui, tout à fait, parce que, alors, tu disais tout à l'heure que la diplomatie du Kosovo forcément se base aussi un peu sur le foot, parce que c'est aussi une manière d'être reconnu par les instances. Moi j'avais lu 31 Null, un livre de James Montag, donc un écrivain, je crois, néerlandais, qui en parlait beaucoup, qui avait suivi ça, et il y avait quelque chose que je trouve assez incroyable, c'était le combat mené par quelques personnes du Kosovo pour se faire reconnaître. Et j'avais l'impression que c'était limite les 12 travaux d'Hercule qui devaient abattre, tellement ils sont partis de zéro, quoi. Oui, ils sont partis de zéro. Alors il y a deux personnes qui comptent là-dedans. Il y a le président historique du comité olympique du Kosovo, dont le nom m'échappe, et il y a le président de la fédération de football qui est Fadil Vokri. Ouais. Faut pas surestimer le soutien politique qu'ils ont eu. D'abord parce que le Kosovo n'a très peu de moyens, et ensuite parce que, bon, de toute façon, les gens qui sont au pouvoir au Kosovo, quel que soit le parti, bon, comment dire, c'est des gens dont l'intérêt personnel passe avant l'intérêt du Kosovo. J'imagine bien. Donc on peut pas dire que le procès de reconnaissance leur doit beaucoup. Concrètement, les pays qui voulaient reconnaître le Kosovo l'ont fait immédiatement en 2008-2009. Quand je regarde la courbe des pays qui reconnaissent le Kosovo, il y en a énormément en 2008, 9, 10, et après ça baisse. Et sur les 3 dernières années, il y a un pays à chaque fois, et c'est un pays négligeable, le Suriname, Brunei, je sais pas quoi, enfin, ça n'a aucune importance. Parce que les pays qui veulent pas reconnaître le Kosovo, et il y en a qui sont pas des moindres, la Chine, la Russie, le Nigeria, le Brésil, enfin une bonne partie de l'Amérique latine, enfin c'est pas tout à fait rien. Tout à fait. Donc l'Inde, je sais plus. Donc du coup, ce processus-là se fait quasiment indépendamment du Kosovo. Il y a ceux qui reconnaissent, il y a ceux qui reconnaissent pas. Alors, à partir de là, une des façons de contourner la question, pour quelques personnes qui se sont démenées, et je pense, enfin, il y avait quand même un secrétaire d'État qui s'occupait de la diplomatie digitale, par exemple. Donc, c'est un mec qui s'est beaucoup démené pour que le Kosovo soit reconnu par Facebook. Donc avant, quand tu créais un compte Facebook, donc il te demande d'où tu viens, tu pouvais pas choisir Kosovo, tu devais choisir Serbie. Bon, l'un de ses chevaux de bataille a été que Facebook inscrive Kosovo dans la base de données Facebook. Donc ça a l'air de rien, mais quand tu es reconnu par ces grandes entreprises, par Google, tu vas sur Google Maps et tu regardes si les frontières du Kosovo sont les vraies frontières d'un État ou pas. Je sais plus. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pas le cas. Mais enfin, faudrait revoir sur le Google Maps si on regarde le Kosovo. Est-ce que c'est des vraies frontières ou est-ce que c'est des petits tracés pointillés? Bon, ça a l'air de rien comme ça, mais non, c'est symbolique. Symboliquement, on peut présenter au peuple albanais du Kosovo, regardez, Google, qui est quand même l'une des plus grosses sociétés du monde, reconnaît le Kosovo comme indépendant. Facebook, même chose. Bon, donc évidemment, c'est une façon de contourner le fait que il y a aujourd'hui 80 États qui ne reconnaissent pas le Kosovo et qui n'ont pas l'intention de le faire, ce qui bloque le Kosovo dans
un certain nombre d'organisations internationales, à commencer par l'ONU. Le sport dans tout ça, c'était également une façon, c'est assez bien connu que le sport est une façon d'obtenir une forme de reconnaissance symbolique pour des pays qui n'ont pas de puissance politique ou économique. Il n'y a qu'à voir la Jamaïque, ou il n'y a qu'à voir le Kenya, ou des pays comme ça, dont la reconnaissance visuelle est sans commune mesure avec leur importance politique et économique. La Jamaïque, on connaît parce que Bob Marley et parce que Usain Bolt, et le sprint d'une façon générale. Donc le sport et la culture, typiquement, qui sont des éléments de soft power, disons. Le sport, même chose, c'est-à-dire, d'abord, le plus populaire d'entre eux, le football. Une fois que le Kosovo joue des matchs officiels de football, c'est plié, ça veut dire que le Kosovo existe. Quelque part. Il n'y a plus à se poser la question de savoir si le Kosovo est ferme, si le Kosovo machin. Ben non, regardez, le Kosovo joue des matchs officiels de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Les clubs du Kosovo jouent la Coupe d'Europe. Voilà, c'est plié, ça veut dire que le Kosovo existe. Il n'y a plus à se poser la question, d'un point de vue symbolique. Et même chose, lorsque Malinda Kelmendi est championne olympique de judo, il n'y a plus à se poser la question. Le Kosovo existe. Ils sont aux Jeux Olympiques. Ouais. Ils ont même une médaille d'or. Enfin, ça, c'est paradoxal parce que l'Albanie, je ne sais pas si l'Albanie a un jour eu une médaille d'or. Le Kosovo arrive, première Olympiade, première médaille d'or. Il n'y a plus à se poser la question. En plus, c'était au Brésil, qui est un pays qui ne reconnaît pas le Kosovo. Symbolique et belle. Donc ça signifie qu'il y a un accord avec le CIO pour laisser rentrer les athlètes du Kosovo. Même chose pour la Russie. Si jamais le Kosovo ne se qualifiera pas pour la Coupe du Monde, mais si jamais ça avait été le cas, il y aurait eu un accord entre la FIFA et la Russie pour laisser rentrer les athlètes du Kosovo. Donc voilà, les compétitions sportives sont une façon de montrer qu'on existe, et sont une façon pour le reste du monde de s'habituer à l'existence du Kosovo. Tout le monde a noté la première médaille d'or du Kosovo. Oui. Dans toute l'Europe, là, on note que, c'est marrant, le Kosovo joue. C'est un nouveau pays, ça joue. Voilà. Donc on se pose plus la question de savoir si le Kosovo existe ou pas. Il existe. La preuve, il joue. J'imagine que dans la culture kosovarde, surtout depuis l'indépendance, le football, c'est aussi, une manière d'exister, comme on dit. C'est aussi une manière d'être, c'est con ce que je vais dire, mais c'est une manière d'être fier, de montrer, voilà, les gars, on est là. Il me semble quand même qu'avec tous les grands noms qui potentiellement un jour pourraient jouer pour le Kosovo, parce qu'il y a quand même une grande diaspora kosovarde en Europe, tu l'as dit, en Suisse, en Allemagne. Je me rappelle que même moi, dans mon lycée français, il y avait pas mal de gens qui étaient originaires du Kosovo. J'imagine que tout ça, le foot pour les années à venir, c'est aussi un enjeu de la culture kosovarde et de son expression. Alors, kosovarde, ouais. oui, et à la fois, ce qui est intéressant à noter, c'est cette espèce de double allégeance qui est en train de se former entre à la fois la sélection du Kosovo, qu'on suit et qu'on est content de suivre et on est très heureux qu'elle existe. Et en même temps, il ne faut pas oublier que les gens soutiennent l'Albanie. Quand tu vas au Kosovo, il y a des drapeaux albanais partout. Le drapeau du Kosovo, il ne faut pas oublier que, le drapeau du Kosovo, c'est un drapeau artificiel et administratif. Donc il faut le temps de se l'approprier. C'est un drapeau que les gens ont découvert le jour de l'indépendance, qui ne veut rien dire. C'est, le Kosovo sur fond en jaune sur fond bleu avec des étoiles, c'est le même principe que le drapeau de la Bosnie, mais c'est quelque chose qu'il faut le temps de s'approprier. Ouais. Donc, à côté de ça, au Kosovo, il y a des drapeaux albanais et américains partout, et les gens étaient enclins à soutenir l'Albanie. Alors, les Albanais d'Albanie et les Albanais du Kosovo, c'est pas les mêmes. Ils ont une histoire vraiment différente. Donc, les gens qui souhaitent une réunification sont vraiment très peu nombreux. Donc, la question n'est pas là. Mais en termes symboliques, la sélection d'Albanie était celle qui permettait, par-delà les frontières politiques, de réunir tout le peuple albanais. Parce que dans la sélection albanaise, il y avait 7, 8, 9 joueurs originaires du Kosovo, dans ceux qui ont fait l'Euro 2016. Et quelques-uns originaires de Macédoine et d'autres originaires de la diaspora.
Donc dans l'imaginaire albanais, l'équipe d'Albanie, c'était ce qui permettait de dépasser les frontières. Maintenant qu'il existe une sélection du Kosovo, est en train de se développer une forme de double allégeance avec ces deux sélections-là. Mais cela dit, il y a aussi des gens au Kosovo qui considèrent que leur équipe c'est l'Albanie et qui n'en ont rien à foutre de la sélection du Kosovo. Parmi les ultras, il y a vraiment deux groupes opposés entre ceux qui soutiennent désormais la sélection du Kosovo et ceux qui n'en démordent pas et qui continuent de suivre la sélection d'Albanie. Donc là, les recompositions identitaires sont intéressantes et elles vont se jouer sur le moyen terme quand le Kosovo commencera à avoir des résultats, quand ils commenceront à avoir des joueurs très intéressants. Il faudra évidemment taper dans la diaspora. Mais parmi les jeunes qui arrivent, c'est-à-dire parmi les jeunes qui jouent aujourd'hui dans les moins de 17 de Suisse, d'Allemagne, de Norvège ou d'ailleurs, il y aura ce choix à faire assez vite. Mais là, il faut le temps que la fédération du Kosovo se structure. Il faut le temps qu'elle ait des gens qui aillent précisément démarcher ces jeunes joueurs. Et après, on verra. Si un jour la sélection du Kosovo est nettement plus forte que la sélection d'Albanie, ça posera peut-être quelques petits problèmes d'ego, disons. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une double allégeance. Il y a aussi, quand on parle du football au Kosovo, moi je lisais donc un article de Tristan Traska sur Footballski que je conseille, que je mettrai en lien, où il expliquait que par contre un des soucis majeurs était quand même les infrastructures. Toi qui as voyagé un peu là-bas, il disait qu'il y avait des stades, on va dire, très champêtres qui n'étaient pas aux normes. Est-ce que tu t'en souviens ça aussi, j'imagine? Oui, j'avais vu un match très drôle. C'est-à-dire que les clubs se font et se défont. J'étais allé voir un match dans le sud du Kosovo, d'un club qui était né il n'y a pas très longtemps, qui se voulait le club du futur avec des installations en travaux, etc. Et en fait, le club a périclité 2 ans après. Où il y avait une tribune, moi ça m'a rappelé mon petit stade à Torigny-sur-Marne, quoi. Là d'où je viens, en Seine-et-Marne, il y avait une tribune donc latérale, où il y avait des gens, alors bon, c'était sympa, il y avait 200 personnes, et quelques mecs avec des fumigènes, c'était sympa comme tout. Mais effectivement, c'était la première division du Kosovo. Là, on dit, il y a quand même du boulot. Mais c'est logique, après tout. Le stade de Pristina, alors bon, les stades sont en travaux, mais le stade du club principal de Pristina, moi j'étais rentré en escaladant un pylône. Parce que le match avait commencé, les gens s'étaient fermés, c'était un peu chiant, et les policiers m'avaient dit, escalade là. Donc on était passé par le pylône. Rien de... Alors évidemment, tout ça... c'est normal, il faut que ça se professionnalise, il faut des moyens, il faut refaire... les stades sont en train d'être refaits un petit peu aux normes pour accueillir des matchs de Coupe d'Europe, pour accueillir la sélection. Donc au moins, il y aura 2-3 stades un peu sérieux. Après, sur le long terme, bien sûr qu'il faudra obtenir de l'aide de l'UEFA, de la FIFA et des fédérations partenaires pour développer des centres de formation, développer des trucs pour les jeunes. Ça a rien d'étonnant. Et puis, entre nous... quand on va en Bosnie et qu'on voyage un peu, certes c'est un peu en meilleur état, mais j'étais allé à Primedor en 2010, qui est aussi une ville un peu compliquée historiquement. Ils venaient de monter en première division, ils avaient fait à la hâte une tribune. Mais sinon, on voyait bien à quoi ressemblait le stade disons un an avant les coups de peinture et avant d'avoir mis une tribune toute neuve. Là aussi, on était à Torigny-sur-Marne. Donc, mais c'est assez logique, c'est jamais que des villes très moyennes. Mais ce qui est quand même important aujourd'hui pour le Kosovo, c'est de pouvoir jouer à domicile les matchs de la sélection quand même. Oui, ça ce serait pas mal. Ce serait pas mal parce que pour l'instant, tout ce qu'on dit sur est-ce que les gens soutiennent pas, comment ils soutiennent, etc. Tout ça c'est un peu on est très sur des hypothèses parce qu'on n'a pas encore eu le temps de voir sur le moyen terme. Ça c'est un truc qu'on pourra voir dans 10 ans quand le Kosovo aura peut-être commencé à jouer une compétition internationale, une phase finale, et qu'ils joueront des matchs à domicile.
Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, de toute façon, c'est toujours mieux de jouer ces matchs Bien sûr. difficiles quoi qu'il arrive. Ça évite aux gens de se déplacer beaucoup, parce que le dernier match que j'ai vu du Kosovo en Albanie, c'est vrai qu'il n'y avait pas une ambiance spécialement intéressante. Donc là, on va voir. Ce sera aussi une victoire d'avoir retapé un stade, de l'avoir mis aux normes, d'avoir un stade un peu sérieux pour jouer des matchs de Coupe d'Europe, pour jouer les matchs de la sélection. Et je voudrais... Non, ce sera la dernière étape, ce sera de dire, voilà, ça y est, on accueille des matchs chez nous. Sauf pour les sélections qui ne voudront pas venir, mais on accueille des matchs chez nous. Voilà, ça c'est la dernière étape. Et après, ça va se qualifier pour l'Euro, quoi. Ça, on n'est pas là. J'avais aussi une question qui est peut-être un peu bête, mais donc le Kosovo est un pays multiethnique. Il n'y a pas une ethnie, alors je vais peut-être mal le prononcer, les Ashkaris, quelque chose dans le genre? Je peux peut-être mal le dire? Ashkali. Voilà. Est-ce que, parce que tout à l'heure tu me parlais des enclaves serbes, tu me parlais de tout ça, est-ce que par exemple cette ethnie, donc déjà si tu peux la présenter, est-ce que je sais pas, c'est une région qui a aussi quelques clubs de foot, est-ce que à ta connaissance ou non, pas trop? Je sais pas répondre à cette question. Je sais vraiment pas répondre à cette question dans le détail. Mais par contre c'est bien une ethnie qui existe au Kosovo. Oui, mais il y en a, c'est-à-dire que il y a aussi des Égyptiens, en fait, si on subdivise les Roms, il y a plusieurs trucs comme ça. Mais je suis vraiment pas un spécialiste de la question, je ne suis pas penché sur la question. Alors c'était plus une question pour, on va dire, pas des ethnies. D'accord. Parce que il y a pas que des Albanais, on va dire, du Kosovo. Non, bien sûr, il n'y a pas que des Albanais, les Serbes, et puis alors, il y a 6 étoiles sur le drapeau du Kosovo, c'est censé représenter les 6 ethnies, puisqu'on appelle ça comme ça. C'est censé représenter les 6 groupes nationaux présents au Kosovo. Mais bien sûr, si on prend 90% d'Albanais et disons 7% de Serbes, les autres se partagent, les autres représentent en tout moins de 5% de la population totale. 5% de la population du Kosovo. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas. D'accord. Alors, je ne suis pas spécialement penché, donc et j'aurais une dernière question. Aujourd'hui, le Kosovo, sa situation, là je parle pas foot donc, tout à l'heure tu disais que c'est très compliqué pour les gens qui ont des ambitions, qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Quel bilan tu dresserais aujourd'hui de la situation au Kosovo? Est-ce que c'est un pays qu'on connaît très mal, comme tu disais, bon toi tu y as été, est-ce que c'est vraiment un pays qui dans l'avenir peut avoir un futur que tu penses radieux, ou quand même il y a vraiment beaucoup de boulot à faire et... Enfin voilà, je te laisse expliciter. Moi je suis un peu brodélien sur les bords, donc ça veut dire que je considère que je me réfère à tout ce qu'il a pu écrire sur, disons, les centres et les périphéries. Et les périphéries des périphéries et les centres des périphéries. Ce qui signifie que quand on est une périphérie de périphérie, c'est très compliqué d'en sortir. Le Kosovo est le pays le plus jeune d'Europe, mais c'est probablement le pays le plus pauvre et le pays dans lequel il pourrait y avoir des opportunités, mais il n'y a pas d'opportunités. Il n'y a pas d'opportunité parce que le système politique ne permet pas les opportunités. Ça, c'est pas spécifique au Kosovo, mais le système clientéliste est à ce point développé que, grosso modo, comme dans d'autres pays, soit tu as la carte du parti et tu peux espérer avoir un boulot dans le secteur public, puisque le secteur privé est atrophié. Donc tu as très peu d'opportunités de toute façon de développer le secteur privé parce que la corruption est galopante et parce que les investissements étrangers ne viennent pas. Donc tout ce qui reste, c'est l'emploi public et parapublic. Et là, il faut une affiliation au parti. Donc évidemment, de ce point de vue-là, les opportunités sont extrêmement réduites. Et je vais juste donner un exemple. Lors des dernières élections en 2014, c'est-à-dire celles qui ont précédé celles qui se sont déroulées le mois dernier, la communauté internationale, il n'y a pas d'autre mot, et en particulier l'ambassadeur américain et les Européens qui font la pluie et le beau temps dans le pays, ont forcé les deux principaux partis qui avaient toujours été rivaux, donc
PDK et la LDK, ils les ont forcés à faire une coalition, parce que c'était la seule solution arithmétiquement pour faire un gouvernement. Donc ils les ont forcés à faire une coalition. Qui n'a évidemment, enfin qui n'a rien donné. Pendant 2 ans, ça n'a rien donné. Le jour où c'était fin 2014, quand cette coalition a été mise sur pied, dans les 3 mois qui ont suivi, à la faveur d'une rumeur qui disait que l'Allemagne accordait l'asile politique aux Albanais du Kosovo, il y a à peu près 10% de la population qui a foutu le camp. Des villes, des villages entiers. C'est-à-dire que tu allais à la gare routière de Pristina, tu ne pouvais plus acheter un ticket pour la Serbie parce que tout était pris. Et les gens remontaient en Serbie, donc ça ils peuvent, pas de problème. Et après, ils payaient un passeur pour passer en Hongrie, dans l'espace Schengen, parce que le Kosovo a toujours besoin de visa pour l'espace Schengen. C'est le seul pays qui a encore besoin d'un visa pour l'espace Schengen. Donc, les gens ont foutu le camp. Quand je te dis 10%, ça veut dire 15, 20 000, enfin voilà, 10% de 2 millions d'habitants. C'est énorme. Donc, des gens qui tous les jours s'en allaient. Et qui allaient demander, enfin les Allemands et les Belges notamment ont été submergés. Et comme ça se produisait en même temps que les Syriens commençaient à arriver, les Allemands ont dit on va stop maintenant. Et ont dû renvoyer, presque manu militari, je pense pas manu militari, mais ils ont dû renvoyer et dire au Kosovo et aux Albanais d'Albanie qui arrivaient aussi, enfin dire aux autorités du Kosovo et d'Albanie, maintenant ça suffit. Vous arrêtez les conneries, on ne délivrera pas d'asile politique à qui que ce soit d'entre vous, donc c'est pas la peine de venir. Et nous, nos places dans les centres d'hébergement, on les réserve aux Syriens, c'est assez logique. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens s'en vont. Alors ils s'en vont pas que du Kosovo, ils s'en vont d'Albanie, ils s'en vont partout. Mais les gens s'en vont. Tu demandes aux jeunes, c'est pas compliqué, hein, tu balades dans les rues, les jeunes qu'est-ce qu'ils font? Ils sont serveurs dans des cafés et ils vendent des cigarettes au noir. En dehors d'un secteur public un peu développé, voilà, c'est tout. Où ils travaillent vaguement dans une site de téléphone, ou ce genre de conneries. Mais tu n'as pas un secteur privé développé où tu pourrais, si t'es diplômé en informatique, si t'es diplômé en je sais pas quoi, t'as aucune opportunité. Parce qu'il n'y a pas de boulot et parce que même s'il y en avait, il serait extrêmement mal payé et tu devrais de toute façon ton boulot à ton affiliation à un parti. Donc ça c'est pas acceptable, c'est valable. Encore une fois, c'est pas spécifique au Kosovo, mais il y a aussi le fait que les gens du Kosovo, les Albanais du Kosovo, sont des gens qui, depuis très longtemps, ont une tradition de départ. Depuis les premières vagues de migration des Albanais du Kosovo en Suisse, ça date des années 60. Donc forcément, avec le système familial qui est là, ils ont forcément des gens qui sont à l'étranger quelque part. C'est quelque chose qui est pas banal en soi. N'importe qui, tu demandes à n'importe qui, il a forcément un cousin, un oncle, n'importe quoi, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, peu importe. Donc c'est quelque chose qui est ancré. Le départ fait pas forcément peur. Il y a des villages entiers qui sont partis. Donc on n'est pas dans l'inconnu. Non, c'est quelque chose qui est assimilé. Et surtout, ce qui est assimilé, c'est que si on s'en va pas, on va rester sans rien. Ouais. C'est ça qui est très grave. Si on s'en va pas, on va rester sans rien. Parce que les opportunités ne sont pas là. Alors, bon, les élections viennent d'avoir lieu, on va encore mettre 8 mois pour former un gouvernement, mais les élections ont montré que les gens, pour ceux qui avaient voté, les gens avaient voté pour le parti qui se prononce à la fois contre la corruption et contre l'ingérence des Occidentaux. Donc ça signifie qu'il y a une forme de ras-le-bol par rapport à la situation actuelle qui a été plus fort que le clientélisme habituel. Les gens ont moins voté pour le parti principal, le PDK, le parti du président. Les gens ont moins voté pour ce parti malgré sa position dominante. Et donc le fait que quand on a une position dominante, on a le pognon et on a les postes. Tout à fait. Donc il y a quelque chose comme ça de peut-être intéressant. C'est peut-être un signe positif, comme tu dis. Dans les prochains mois.
Ben, positif, ça dépend pour qui. Si on se place du point de vue occidental, c'est un cauchemar d'avoir un parti qui a fermement l'intention d'arrêter le dialogue avec Belgrade, de ne pas faire la frontière avec le Monténégro et de dire aux Occidentaux allez vous faire foutre. Sur le dernier point, est-ce qu'ils ont totalement tort? Pardon? Sur le dernier point, ce que tu disais tout à l'heure, que les Occidentaux contrôlaient vraiment le Kosovo, etc. Donc, c'est quand même un peuple qui a le droit de disposer de lui-même aussi, sur ce point-là. Oui, tout à fait. Bah oui, tout à fait. Sauf que, oui, c'est parfaitement vrai, mais faut pas être radical non plus. Il y a des questions à régler, en particulier des questions territoriales à régler. Oui. Et il faut savoir que ce parti-là, c'est un parti qui, dans sa charte fondamentale, est, alors lui, pour le coup, favorable à l'unification avec l'Albanie. Donc ça pose deux ou trois petits problèmes quand même. Plutôt, oui. Bon, malgré tout. Parce que ça, c'est pas sur la table. Hein. C'est un truc que les Russes agitent pour foutre la merde dans la région, et que les Serbes aussi agitent, mais c'est pas sur la table de personne. Sauf que c'est dans la charte de ce parti. Donc c'est pour ça que les Occidentaux s'étaient toujours débrouillés pour faire une sorte de cordon sanitaire autour de ce parti. C'est pour ça qu'il a concouru seul aux dernières élections. Sauf que ce qu'on voit, c'est que le fait de cette stratégie-là s'est transformé en boomerang. On est revenu comme un boomerang, parce que ce parti n'a jamais été aussi populaire. Ils ont gagné la mairie de Pristina il y a 2 ans, et ça se passe relativement pas mal, et il n'y a pas d'affaire de corruption. C'est quand même énorme. Ce qui est rare. Donc voilà, ils sont. Enfin, c'est une nouvelle configuration, mais qu'on a déjà vu dans le passé. Parce que concrètement, les gens qui sont au pouvoir en Serbie aujourd'hui, c'est des anciens ultranationalistes qui se sont reconvertis. D'accord. Donc c'est des gens qui, moi quand j'y étais en 2008, les gens qui aujourd'hui dirigent la Serbie, Vučić, le président, concrètement, il était numéro 2 du parti radical, c'est-à-dire ultranationaliste, anti-européen, etc., etc. Mais il a compris que s'il voulait un jour exercer le pouvoir, il fallait mettre une cravate et dire vive l'Europe. Donc il l'a fait, il n'en pense pas moins, mais il l'a fait. Donc on n'est pas, c'est pas impossible que au Kosovo, aujourd'hui on se dit ce parti-là c'est pas possible, on n'en veut pas, et puis finalement quand on sera mis devant le fait accompli, il faudra bien faire avec. Comme tu dis. Et puis ce parti-là se rendra compte aussi qu'il ne peut pas tout faire. On peut Qu'on peut pas comme ça dire, arrêter tout le dialogue, même si c'est un dialogue factice, on ne peut pas arrêter le dialogue avec les Serbes et dire tant qu'ils ne nous reconnaissent pas, on ne discute pas. Ça marche pas comme ça. De toute façon. Écoute, on suivra ça, mais en tout cas, c'est assez. Là pour le coup, c'est assez compliqué. Là par contre, pour le coup, pour tout comprendre, là c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, au final. Pour le profane, oui. Mais au fond, ça s'emboîte assez bien. Ben, tout ce que tu dis, je trouve que justement c'est assez clair, et j'espère que ça aidera aussi un peu les gens à comprendre un peu plus quelle est la situation au Kosovo, que ce soit le foot et évidemment surtout tout le reste, parce qu'au final le foot, comme on dit souvent, c'est uniquement un moyen de voyager et je pense de connaître autrui.